Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Deux éléments. Alors d'abord, pardon de le dire comme ça, un truc de dingue. Ça touche la rénovation énergétique des bâtiments, la rénovation de nos maisons, principalement d'ailleurs des maisons individuelles. Vous allez voir, il y a des milliards qui sont disponibles. Il y a des entreprises qui ont engagé des chantiers et il y a des dispositifs qui s'arrêtent du jour au lendemain, qui rend les choses totalement ingérables justement pour les entrepreneurs, alors qu'on est, même en termes de lutte contre le réchauffement climatique, sur l'un des enjeux les plus importants du moment. Donc on démarre avec ça, avec Benoît Dulac et avec les éco-isolateurs. On démarre donc avec Benoît Dulac, fondateur des éco-isolateurs. Bonjour Benoît. Bonjour Stéphane. T'es déjà venu ici nous raconter. Alors c'était quoi? C'était à l'automne, oui. Où pour le coup j'avais l'impression, je crois que tu avais l'impression aussi, que les choses étaient en place, qu'on avait, enfin c'est le premier chantier de France quand même qui est devant nous, avec plusieurs milliards d'euros disponibles pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et là tu me dis on n'y est pas. 6 mois après ou 5 mois après, on n'y est pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en effet, on n'y est absolument pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 millions de passoires thermiques en France. Ouais. Elles doivent être rénovées au plus vite puisque ce sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Elles sont évidemment habitées par des ménages en situation de précarité avec des revenus modestes. Et il faudra en rénover au moins 500 000, avoir des rénovations performantes pour au moins 500 000 par an. Si on veut être au rendez-vous des objectifs que le gouvernement s'est fixé lui-même. C'est ça lui-même et a affiché au monde. Make the planet great again. Absolument, absolument. Et c'est minimum 500 000 rénovations thermiques complètes par an. Il s'en fait aujourd'hui moins de 50 000 par an. D'accord. Et plutôt 20 000. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on a réformé l'ensemble des systèmes de subvention qui permettent de déclencher la mécanique et le cercle vertueux. En effet, sauf que ce qui a été déclenché a été une catastrophe industrielle à date. C'est-à-dire que, par exemple, MaPrimeRénov', qui devait distribuer 200 000 primes en 2020, en a distribué moins de 55 000. Des bugs à répétition, des problématiques sur le site internet, des restrictions sur les aides parce qu'il y a de mauvais coucheurs qui se précipitent sur des marchés parce qu'il n'y a pas assez de contrôle. Résultat, au lieu de développer la filière, systématiquement, on met le couvercle sur les aides parce qu'on n'arrive pas à juguler les éco-délinquants. Donc on en est, alors tu dis 50 000, c'est quoi ce chiffre de 50 000? C'est le chiffre déclaré. C'est toujours l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui s'occupe de cette prime rénov'. C'est une émission du ministère de la Transition énergétique, c'est l'un des services. Pourquoi? C'est un goulet d'étranglement, c'est-à-dire elle n'arrive pas elle-même en fait à distribuer l'ensemble des primes dont pourtant elle a les fonds. C'est ça le truc. Elle n'a pas réussi à les distribuer parce qu'elle a mis en place un nouveau système qui fondamentalement est plutôt bon, sauf que toute la mécanique, le process, l'IT derrière n'a pas fonctionné. Il a été mis en place beaucoup trop tard. Le Covid n'a sans doute rien amélioré, mais problème d'IT très fort. Encore hier, on avait la moitié des particuliers qui n'arrivaient pas à se connecter à la plateforme Internet. Est-ce que c'est juste une question de temps, Benoît? Oui. Est-ce que ça veut dire que... Non, tu comprends, si le problème est réglé dans 6 mois, je comprends qu'on ait pris du retard et tout, mais bon, pour le coup, malheureusement, c'est le fonctionnement de l'État. Le problème, si ça n'est qu'une question de temps, c'est ce que l'on espère tous, sauf que c'est ce que l'on nous dit depuis des mois, et que depuis des mois, il y a des particuliers, notamment des modestes, qui ont fait des avances de fonds et qui ne les ont jamais récupérées, et pire, il y a des entreprises, notamment des collègues de l'isolation ou du chauffage, qui ont fait l'avance de fonds à la place de leurs clients et qui ne sont pas payés par l'État depuis des mois. Ouais, c'est ça. Et donc... ça, c'est un vrai frein aujourd'hui au développement de l'offre. C'est-à-dire qu'on est sur chantier gigantesque. On reprend effectivement, comme tu l'as dit, 5 millions de logements, 500 000 logements. Donc, il faudrait finalement multiplier par 10 l'ensemble du rythme sur lequel on est. Et autour de toute façon, et ça je crois qu'on avait parlé ensemble, autour de toute façon de ce chantier, de ce plus grand chantier de France, on a d'ores et déjà un problème de compétences. De toute façon, ce rythme de 500 000, il est intenable, même si l'ANA fonctionnait correctement. Il est intenable en l'état, et deuxième problématique apparue récemment, il y a un axe sur lequel... une filière de l'isolation. Il faut comprendre que l'isolation, en fait, c'est un nouveau métier. On remplace les chaudières depuis des années, mais isoler des maisons, en fait, c'est un métier qui est relativement récent. Donc il y a toute une filière à construire. Et la filière, elle a commencé à se construire il y a quelques années avec le lancement des offres d'isolation des combles à 1 €. Alors ces offres
présenté des défauts initiaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle. Et donc, les entreprises peu vertueuses se sont engouffrées dans le dispositif, mais il y en a aussi beaucoup de très vertueuses et qui ont formé leurs équipes, qui ont embauché partout en région, qui ont créé de l'emploi et qui ont commencé à se structurer pour répondre à ce marché. Le schéma s'appelle le coup de pouce isolation. Ça a permis d'isoler, entre janvier 2019 et décembre 2020, 1,5 million de maisons. C'est la première fois qu'on arrivait à industrialiser quelque chose. Imparfait, certes, mais on commençait à l'industrialiser. On avait mis en place des systèmes de contrôle, beaucoup trop tardifs, mais dès qu'ils ont été mis en place, on a écarté tous les mauvais. Les contrôles qualité qui sont réalisés depuis, ils montrent des travaux qui sont globalement excellents. Et là, il se passe quoi? L'État nous annonce par le biais du ministère, de nouveau, que la 5e période de C2E qui va démarrer bientôt, on va faire disparaître ce coup de pouce isolation. Ce coup de pouce isolation qui devait s'arrêter à la fin de l'année, on dit finalement il ne s'arrête pas au 31 décembre, il s'arrête au 30 juin. Et donc toute la filière qui est en cours de construction et qui s'était appuyée sur l'isolation des combles, sur l'isolation des sols pour préparer la suite. La suite, c'est quoi? C'est l'isolation des façades, c'est l'isolation des toitures. C'est plus complexe. Il faut un peu de temps pour accompagner les entreprises pour y arriver. On est en train de complètement la mettre par terre. Là, aujourd'hui, tu ne sais pas. Donc on est en février 2021, on démarre l'année 2021. Tu ne sais pas quel sera le système en place dans 6 mois. En effet, je ne sais pas quel sera le système pour les certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas si tous les centaines de chantiers qui sont ces Action Logement finalement seront débloqués ou pas et dans quelle proportion. Je ne sais pas quelles seront les évolutions de MaPrimeRénov'. Il faut savoir, on parlait tout à l'heure d'approche globale. Il y a une fiche qui a été, pour le C2E, qui a été faite spécifiquement pour l'approche globale, qui a été publiée en octobre 2020. Janvier 2021, elle est déjà remise en question et annulée. Avec, en nous disant, ça va ressortir, il faut qu'on retravaille. Donc, avec en plus des dispositifs ultra complexes quand même. On va pas rentrer dans les certificats d'économie d'énergie, les C2E, parce que très franchement, on n'en sortirait pas. Mais ça veut dire qu'en plus, on demande à des gars qui sont des gars du bâtiment de faire tous les efforts quand même vraiment complexes de compréhension de l'ensemble des dispositifs. Pour les changer derrière, ils sont pas staffés pour ça. Toi, tu l'es, mais eux, ils sont pas staffés pour ça. Enfin, c'est un truc de dingue. Et alors, Benoît, on discute assez régulièrement ensemble. Toi, ta réflexion en tant que chef d'entreprise, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense que je peux le dire, c'est de dire, bon, en fait, moi, ça veut dire, si ce système, il tient pas, il faut que je me dégage des subventions. Et il faut que j'aille vendre, en fait, ma qualité de travaux à ceux qui peuvent la payer. En effet. Et là, on rentre dans un cercle vicieux terrifiant, finalement. Dans un cercle vicieux terrifiant parce que les passoires thermiques ne seront jamais traités. Et voilà. Les 5 millions de passoires thermiques, c'est rarement ce qu'on appelle nous les classiques, c'est-à-dire les gens qui ont les plus aisés, qui ont le plus de revenus, qui vivent dedans. Mais évidemment. Et pourtant, ce sont elles qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et t'arrives, non mais même au-delà de ça, au-delà même sans le gaz à effet de serre, t'arrives sur ce paradoxe ahurissant. On va avoir un choc énergétique de toute façon. La facture d'électricité, la facture d'énergie, elle va augmenter. Et si on va au bout du système, ceux qui n'auront pas les moyens de la payer seront en plus les plus mal isolés et ceux qui consommeront le plus d'énergie. En effet. Et tu n'imagines pas. C'est ahurissant, quoi. Et je crois que tu n'imagines pas en région la quantité, il fait moins 10 cette nuit, la quantité de personnes dans ces maisons-là qui vivent avec un niveau d'inconfort thermique qu'on n'imagine pas au XXIe siècle. Ils sont pas capables de chauffer suffisamment parce que ça coûte trop cher. Résultat, cette nuit, ils avaient 5, 7, 10 dans leur maison. Et on en voit tous les jours, des dizaines. Ce qu'on appelle un très modeste chez nous, c'est quelqu'un qui gagne moins de 14 000 euros par an et qui a une maison. Il est incapable d'avancer quoi que ce soit pour faire le boulot. En effet. Évidemment. Et par contre, quand tu lui proposes un schéma, il va évidemment s'engouffrer, c'est très incitatif, et c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est la seule solution. Mais pour que ça fonctionne et que l'argent public ne soit pas détourné, il faut contrôler. Ouais, non, mais ça, je comprends, contrôler. Mais il faut déjà que t'aies l'argent public. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il est là, pour le coup, il est au budget, il est voté, il y a plus de 2 milliards. T'as du mérite, hein. Non mais sérieusement, sérieusement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue parce qu'en plus tu le dis, et c'est un métier. Enfin, quand tu en parles, c'est idiot à dire, mais c'est un métier qui génère de l'émotion. Oui. Quand tu isoles ces maisons, quand tout à coup, enfin tu le racontes, les gens qui rentrent, une espèce de confort, mais que même nous on n'imagine pas. T'insistes beaucoup sur même si vous croyez bien logé, bien chauffé, une rénovation globale, c'est un truc de dingue.
Oui, c'est effectivement un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on va diviser par 4 ou 5 la facture du chauffage. Donc tu prends une maison qui consomme 2000 € de chauffage, on la ramène à 400. Et surtout, tu rentres dans une maison dans laquelle tu as vécu depuis 5 ans, 10 ans. L'hiver, tu avais des courants d'air, tu avais froid. Et tu as une maison qui a une température extrêmement homogène. Du 1er janvier au 31 décembre, parce que c'est efficace l'hiver, mais c'est aussi efficace l'été contre la chaleur. En plus. Et c'est très stable. En fait, tu la chauffes avec très peu d'énergie, parce que comme l'air est très stable, tu n'as pas besoin de beaucoup le chauffer. La maison, quand on fait une isolation par l'extérieur des façades, elle peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les maisons individuelles construites dans les années 50, les façades, elles commencent franchement à être so-so. La maison est comme neuve. Ça change la vie des occupants. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions. Et peut-être qu'on ne le met pas suffisamment en avant. Bon, bah écoutez, hein, tu vas essayer de porter ça, de porter le fer au maximum, et puis on va t'aider au maximum. Benoît Dulac, fondateur des éco-isolateurs, la formation notamment au digital, c'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart les amis, on repart avec une de mes marottes. Ouais, je suis passionné par ce sujet, j'en parle à peu près. Alors là, je me suis un peu calmé, mais il y a un moment, Cyril Pierre de Gaillard donc est avec nous. Bonjour Cyril Pierre. Bonjour. Fondateur donc de Rocket School. Il y a un moment, j'en parlais quasiment tous les jours, depuis en fait que j'avais eu le plaisir et le bonheur d'animer une rencontre virtuelle évidemment, mais organisée par France Num sur donc l'agence qui s'occupe en fait en partie de la digitalisation, notamment des TPE, des petits commerces, etc. Sur justement sur ce sujet, sur aujourd'hui essayer d'accélérer notamment la digitalisation des artisans, des commerces, les mettre sur Internet, les aider à faire leur site, les aider à vendre à distance, les aider sur le click and collect. Et l'une des représentantes de France Num, je te raconte le truc très très vite, ça avait fait tilt dans ma tête, je me dis mon Dieu, si j'avais pas 50 ans, j'aimerais faire ce métier. Me disait en fait, on voudrait former, et tu vas voir, on voudrait former des couteaux suisses du digital ou du numérique. Et le gars, il est dans un quartier, il est dans son quartier, et il s'occupe de 10, 12, 15 commerçants. Voilà. Et donc, il a son volant de clientèle, il s'occupe de leur site internet, il s'occupe de gérer l'ensemble de leur présence sur les réseaux sociaux, de leur marketing, de l'idée que, mais bon Dieu, si vous avez même pas les emails de vos meilleurs clients, qu'est-ce que vous voulez faire le jour où il y a une fermeture, etc. etc. Je disais, bon Dieu, quel métier génial. Voilà. Et je vois Rocket School et je me dis, tiens, ces gars-là, ils doivent... Tout à fait. Ils doivent former à ce genre de métier. Il y a énormément d'opportunités et on peut parfois voir le numérique comme une crainte, mais on peut aussi voir ça comme une opportunité. Il y a encore des gens qui le vivent comme une crainte. Moi, j'ai pas l'impression là. On le voit un peu moins. On se demande comment faire, mais je crois que chacun a compris qu'il fallait plonger dedans. C'est ça. C'est peut-être ça, effectivement. Les gens se demandent comment faire. Et Rocket School, nous, on forme justement sur ces métiers d'acquisition de clients. Parce qu'en France, on est connu pour avoir les meilleurs ingénieurs, on sait produire. Et il y a énormément, avant j'étais directeur général adjoint d'Epitech, on fournit énormément de profils. Epitech, c'est une des grandes écoles du digital historique. Voilà. Tout à fait. Une excellente école. On forme quasiment 5000 personnes par an. Enfin. C'est une très belle école. Et en fait, en France, on a de quoi produire. On a des informaticiens, on a des ingénieurs, on sait produire. Mais quand on parle d'un bon vendeur, à qui on pense? Est-ce qu'on pense à un Français? Non, on va penser à un Américain. Les Américains sont connus pour le business. Nous, en France, on n'est pas connus pour ça. Et du coup, il y a une opportunité de dingue parce qu'en fait, il y a 10 ans, la façon dont ils ont fait le commerce aux États-Unis a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, les startups américaines et les belles startups françaises utilisent ces méthodes. Donc, on a des méthodes complètement nouvelles. Il y a un livre qui s'appelle The Predictable Revenue qui a été écrit par Aaron Ross, qui commence à dater un peu, mais qui explique comment est-ce qu'on fait pour passer à la vente 3.0, à la vente d'aujourd'hui, à la vente des startups où on utilise le numérique. On n'a plus de bottin. Mais aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de façons pour mieux identifier ses clients, pour trouver leurs contacts, pour les appeler personnellement, pour les engager plus facilement. Et tous ces métiers, aujourd'hui, sont en tension énorme. Déjà, les commerciaux, c'était en tension. Ouais. Aujourd'hui, avant de venir, j'ai regardé sur Pôle emploi 50 000 offres. À fond. 50 000 offres de postes et l'ensemble des professionnels de la vente disent qu'il en manque 200 000. Et de l'autre côté, on a quasiment 3 millions de chômeurs. Mais je trouve ça horrible de me dire que d'un côté, il y a des gens qui pourraient bosser, qui souvent ont envie de bosser. De l'autre côté, il y a des boîtes qui n'arrivent pas à recruter. Et le concept de Rocket School, c'est un peu de faire le trait d'union entre ces deux mondes. Entre les gens qui ont envie de bosser et qui ont la personnalité pour être des bons vendeurs,
des bons growth hackers, je vais utiliser 2-3 gros mots, hein, mais des bons dans le Aller marketing, chercher la croissance, dans le digital, qui vont chercher la croissance. Ouais, mais quand on emploie des mots comme ça, tu vois, alors j'adore moi, hein, le revenu prévisible, growth hacker, etc. Mais alors pour le coup, ça peut un petit peu inquiéter. Celui qui est assis, parce que ce que je comprends moi, et c'est super intéressant, c'est qu'en fait, et alors on est au cœur du truc, c'est-à-dire, alors tu dis toi 3 millions de chômeurs, ok, moi je pense plus à les cohortes de gamins qui sortent aujourd'hui de l'enseignement, donc c'est combien on dit, allez 150, 200 000 gamins qui sortent, pas forcément décrocheurs d'ailleurs, hein, mais avec des formations à la noix, quoi, voilà, et qui sont pas en lien avec le marché du travail. Et toi, ton idée, c'est des cours en mode commando, c'est ce que je comprends bien. Ce qui est d'ailleurs Rocket School, c'est voilà, ça tombe très tôt. C'est ça, c'est 3 mois de cours. C'est l'idée. En fait, on a 3 étapes. La première, c'est identifier les profils qui ont toutes les chances de réussir, et on le fait avec des tests de personnalité. Soft skills, ça c'est très à la mode. Tout à fait. Ce que nos amis américains appellent les soft skills. Si t'as pas de diplôme, c'est pas grave. Tout à fait. Et ce qui fait que dans nos profils, on a autant des bacs -3. J'ai un légionnaire qui avait 10 ans d'expérience, qui avait que le brevet, qui a fait la formation, qui est en CDI aujourd'hui, comme un vulcanologue qui a un bac +8 et qui trouve pas de boulot. Donc on identifie sur la personnalité des gens qui ont toutes les chances de réussir. En plus, alors que ce soit le légionnaire ou le vulcanologue, à la machine à café, ça doit être top quand même. C'est-à-dire, les deux, ils ont des histoires à raconter. Des belles histoires à raconter. Je referme la parenthèse. Vas-y, continue. Et en fait, grâce à la personnalité, on va être capable, on utilise un outil qui s'appelle Assess First, on est capable de savoir, on va chercher pour des commerciaux des gens qui aiment bien aller vers les autres. C'est ce que tu appelles ton algorithme anti-chômage, là? Une partie de l'algorithme anti-chômage, tout à fait. Et basé sur une société qui s'appelle Assess First, qui est un outil qui est très bien, qui permet de faire du recrutement prédictif. Et donc ça, c'est des gars qui en fait ont toutes les capacités pour s'intégrer dans des équipes, pour bosser. Simplement, il n'y a pas eu la bonne rencontre au bon moment. Voilà, ça s'est pas fait. Alors le gros problème dont on parlait tout à l'heure, c'est en fait les gens qui sortent même d'études. Aujourd'hui, c'est quoi les métiers que vous connaissez? On parle de growth hacker. Personne va connaître. Et growth hacker, c'est un hybride entre le geek et le marketing qui va être au service de la croissance de l'entreprise. Mais il n'y a pas grand monde qui connaît. Et surtout pas quelqu'un qui a 22 ans et qui a fait un cycle classique. Donc le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces métiers. Et grâce à la personnalité, nous, on est capable de lui dire, ah, tu vois, toi, t'aimes bien aller vers les autres, t'es persévérant, tu pourrais faire un bon commercial, un business développeur. Mais les gens ne connaissent pas ce métier. Quelqu'un qui est curieux, qui aime bien creuser, qui aime bien chercher, qui aime bien faire les choses en gros, pas forcément dans le détail, donc il va creuser 10 trous plutôt qu'un. Ben on va lui dire, toi, tu pourrais être growth hacker, tu vas pouvoir, t'as un côté curieux, tu vas chercher plein de petites pistes pour trouver de la croissance. Et une fois que tu en as trouvé quelques-unes, tu creuses à fond. Cyril Pierre, il y a, alors Epitech, bah, pour le coup, ça m'amène à la fameuse école 42 de Xavier Niel. C'est-à-dire, c'est le gros sujet aujourd'hui. Vous vous adressez aussi à des gens. Alors je pense toujours aux gamins qui peuvent avoir aujourd'hui 20-25 ans. En fait, en plus, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, dégoûtés des études. Il y a une sorte de culture de l'échec qui s'est installée en eux. On leur a dit qu'ils étaient bons à rien, globalement, ou on leur a fait comprendre qu'ils étaient bons à rien. Donc il faut lutter contre tout ça, quand même. C'est vrai. Et c'est pour ça, on est sur une approche où, typiquement, on a des locaux, les locaux de Rocket School, dans chaque ville où on est dans des incubateurs. On est entouré de start-up. Ce qui fait que des gens à qui on aura dit tout le temps, t'as pas le droit de réussir, ils vont entendre des gens dire, tiens, j'ai levé, tiens, j'ai vendu un nouveau client. Et ils entendent ça toute la journée. Ce qui fait que pendant 3 mois, donc ce stage commando, avant qu'ils arrivent en entreprise, ils entendent que des gens dire, on réussit. On travaille avec l'incubateur HEC. Donc ils bossent pour des startups d'HEC. Donc sur leur CV, ils mettent HEC. On les fait bosser avec Google, ils ont des certificats Google. Donc ces gens qui avant étaient pas forcément très visibles, deviennent visibles. 3 mois de commando et après tu les plonges tout de suite dans l'entreprise. C'est ça, hein, en alternance. On a 2 possibilités. On a soit CDI, 15% de nos profils. Soit au bout de 3 mois déjà, les mecs ils. Alors CDI, c'est que 15% parce que c'est quand même. On arrive sur des jobs qui sont sur des salaires entre 35 et 45. 15%, c'est beaucoup au bout de 3 mois de formation, disons. Du coup, il faut que ce soit des gens costauds déjà. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on a des gens costauds à qui en fait on rajoute une petite couche qui étaient peut-être déjà des bons commerciaux, on rajoute la couche numérique, 3.0. Okay. Et ceux qui sont un peu moins à l'aise, on leur laisse, ils sont 4 jours sur 5 en entreprise, donc c'est beaucoup de startups, mais pas que des startups qui veulent développer leur croissance, qui leur font confiance. Mais l'intérêt de l'alternance, c'est double. Pour la personne qui se forme, bah du coup la marche elle est moins haute qu'un CDI. Ils risquent pas de se faire virer au bout de 2 mois parce qu'on leur demande de faire 20 000 € de marge. Il n'y a pas de doute. Donc 1 an. Non, mais ça alors.
l'alternance aide aujourd'hui, mais ça y a ça aussi, je crois que tout le monde a compris. Apprentissage, alternance, c'est vraiment notamment pour l'ensemble de ces populations qui parfois ont été un peu éloignées de l'emploi, c'est vraiment des passages extraordinaires pour revenir sur l'entreprise. J'ai vu dans l'ensemble de ce que tu racontes. Donc, alors attends, mais la question, qui paye ? Qui paye? Alors, ce qui est très bien par rapport à une école classique, c'est pas les étudiants qui nous payent. Donc nous, on ne va sélectionner que des gens qui ont vraiment toutes les chances de réussir. Et ensuite, qui paye? On a Pôle Emploi qui nous aide, qui est un super partenaire pour prendre des gens qui étaient au chômage, qui nous aide à les sourcer, qui nous aide à leur parler des nouveaux métiers, et ensuite qui va financer leur formation de 3 mois. Et après, on passe sur un modèle d'alternance où finalement c'est les opérateurs de compétences, c'est l'entreprise indirectement. Voilà. Absolument. Mais ce qui pour nous est intéressant, contrairement à une école privée classique où on va globalement l'étudiant paye, donc on va plutôt accepter plus ou moins tout le monde selon son classement. Nous, on s'en fiche. On veut prendre que des gens qui ont toutes les chances de réussir. Oui, et puis il faut surtout prendre des gens qui n'ont pas les moyens de payer. Et accessoirement, l'objectif qu'on veut faire, moi, avant je suis également professeur affilié à HEC. J'adore HEC et Epitech, mais c'est des écoles qui coûtent très cher. Et donc ce qu'on a voulu faire avec Rocket School, c'est associer école d'excellence et inclusivité. Donc pas de recrutement sur diplôme. Donc là, tous les gens qui nous écoutent, qui ont envie de se reconvertir, potentiellement peuvent postuler. Ouais, tu dis jusqu'à 50 ans. On a un profil de 55 ans. Ah bah oui, parce que c'est ce que j'étais en train de te dire. Et alors, et après, a priori, on n'est pas encore... Et clairement, ce profil, Joseph, qui est à Lyon... Il galérait à trouver du boulot parce que c'était un commercial mais un peu vieille école, et on lui a fait 3 mois de formation. Là, il est directeur d'agence. Cyril, vous êtes très nombreux sur ce créneau. Bon, Rocket School, donc, et comme tu le disais, Lyon, Marseille, Nantes, absolument partout. Allez voir ça si ça vous intéresse, et j'espère que ça va vous intéresser. Cyril Pierre de Gaillère, donc le fondateur de Rocket School sur Sud Radio. Les amis, demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.